Bonjour à tous, ici Astro Xavier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du soleil. Alors, premièrement, c'est une vidéo qui va être surtout visuelle. Il y aura peu d'écriture à part dans certaines diapositives. Mais c'était ça. Sinon, écrivez dans les commentaires si le concept vous plaît. Alors, commençons. Alors, premièrement, les caractéristiques de l'astre du jour. Il a environ 4,6 milliards d'années et son espérance de vie est d'environ 10 milliards d'années, ce qui veut dire que le Soleil est pratiquement à la moitié de sa vie. Vous en rendez compte? Mais ça veut également dire que nous allons quand même rester sur Terre pendant un bon bout de temps. C'est pas tout de suite que qu'il y aura urgence de quitter cette planète. Sinon, sa température à la surface est d'environ 5500 degrés. C'est quand même pas mal, mais souvent on s'attend à plus quand on parle du soleil. Mais par contre, l'autre statistique va sûrement pas vous étonner. La température du noyau est d'environ 15 millions de degrés. C'est pas du tout la même chose. Et pour finir, une petite information bonus. L'énergie provenant du noyau du soleil met 100 000 ans pour atteindre sa surface sous forme de lumière. C'est inimaginable. Ça nous montre, sans mettre de chiffres, que le soleil est vraiment hyper grand. Mais la lumière voyage à une telle vitesse, mais ça lui prend quand même 100 000 années pour rejoindre la surface. Moi-même, quand j'ai fait les recherches, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est euh, c'est toutes des informations. Sinon, la place du soleil. Si nous retournons un peu dans le passé, lorsque l'Église catholique avait beaucoup de droits, ça veut dire un peu durant la Renaissance, il y avait un mouvement qui décrivait le système solaire qui était le géocentrisme. Comme vous le voyez dans l'image juste au-dessus, la Terre était au centre du système solaire. Et, et que les astres autour d'elle changeaient de forme juste parce qu'ils tournaient. Là, on se demande un peu, ça paraît illogique, comment ça se fait que Vénus ou Mars ne soient pas brûlés alors qu'il est? Que voulez-vous? Mais un certain scientifique ou humaniste était en désaccord avec ceci. Copernic. Il émit sa propre hypothèse qui était l'héliocentrisme, qui disait que le Soleil était au centre du système solaire, et donc, puisque les planètes tournent autour de lui, il tourne selon, selon le vu sur la Terre, leur grandeur allait changer. Si Jupiter est derrière la Terre, elle sera assez grosse, mais si elle est très très loin, là, elle sera plus petite. Alors là, c'est un peu plus d'allure. On nous explique également que la Terre tourne autour du Soleil en même temps qu'elle tourne autour d'elle. Et on le sait aujourd'hui parce que si tu t'en vas dans l'espace et que ton vaisseau bouge pas pendant un bon bout de temps, la Terre, elle s'en allera. Personne n'essaiera ça parce qu'ils veulent pas mourir, mais on peut désormais prouver ces théories. Aussi, il existe également, comme je l'ai vu dans plusieurs autres vidéos, le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort entoure le système solaire. C'est à peu près sa limite. Cela veut dire que si on dépasse le nuage d'Oort, la lumière du soleil n'arrive pas là. La gravité du soleil non plus. Alors, le nuage d'Oort, c'est la limite. Il n'y a plus de gravité du soleil, il n'y a plus de lumière du soleil après cela. Mais c'est quand même une couche assez lointaine. Alors, on imagine, la NASA c'est sûrement ça avec Voyager, qui est un satellite qui a été encore plus loin, mais que si on s'en va derrière le nuage d'Oort, il doit faire quand même assez noir, puisqu'il n'y a pas des étoiles absolument partout. Mais c'est vrai que on recevra un minimum de lumière du soleil, parce que comme sur Terre, on arrive à voir les étoiles la nuit, mais c'est quand même un fait qui est assez intéressant à savoir. Maintenant, je vous parlerai de la structure du soleil. Je vous dirai pas tout ce qui est là-dessus, mais en gros, que le soleil est séparé en plusieurs étapes.
Il y a la couronne solaire tout en haut qui atteint des températures juste dingues. 1 million, 2 millions de degrés. Nous avons également de temps en temps des protubérances, ça veut dire des grandes haches, comme vous pouvez le voir sur plusieurs images, qui sont quand même assez grandes. 200 km² sur l'image de droite. Ouh! J'aimerais pas être à côté de ça. Mais après, nous avons la chromosphère, qui est un peu comme la lithosphère, un peu pour nous, la couche terrestre, sauf qu'elle, c'est une couche de chaleur, de lumière, d'hydrogène. Après, nous avons la photosphère, puis nous avons la zone de convection, qui a un grand écart de température là-dedans, qui est très très grand. Et juste à côté, nous avons la zone radiative, qui fait entre ça pas mal, entre les deux. Ça veut dire que la zone radiative, c'est selon moi l'endroit où, ça se voit un peu évident, que la température change le plus. Dans la zone radiative, on parle de 500 000 degrés à 10 millions de degrés. Et pour finir, nous avons le noyau en plein milieu, qui est normalement le plus chaud. La zone... Ah, j'ai oublié de vous dire ça. Mais la zone radiative est la plus grande couche du Soleil. On va pas y aller plus précis. Si vous voulez plus précis, mettez sur pause la vidéo et agrandissez l'image pour voir un peu dans l'image à gauche, à droite, et vous allez apprendre toutes sortes d'informations. Alors, ensuite, nous avons les couleurs inconnues. C'est comme ça que j'appelle ça, parce que quand vous avez peut-être déjà remarqué, le soleil n'est pas toujours jaune. Des fois, on dit vert, bleu, vert pâle, vert foncé, vert grisâtre, jaune foncé, beige, rouge, jaune, bleu, rose. Il y en a plein des couleurs. Tout ça, c'est pour dire, des fois, c'est aussi à cause de la chaleur. Le soleil est jaune, mais s'il continue sa vie, il va devenir plus rouge. Mais c'est aussi tout dépendant de la manière que tu le vois. Si tu vois le soleil avec des ultraviolets, mais il ne sera pas de la même couleur. Aussi au rayon X, ou juste à la lumière visible. Alors c'est tout simplement une question de point de vue. C'est pas nécessairement qu'il y a énormément de sortes de soleils différents. Théoriquement, à la lumière visible, ça serait jaune, rouge et bleu les couleurs. Maintenant, de la naissance à la mort. La naissance du soleil se fait dans une nébuleuse. Et il y a plusieurs hypothèses pour ce qui est de la mort. On va dire que ce pas vraiment des hypothèses, mais c'est des choix tout dépendant de sa masse. Mais commençons par le début. La naissance du soleil. Après qu'une étoile explose, elle a envoyé de gigantesques quantités de gaz, d'hydrogène et de poussière. Plus tard, ce nuage de gaz s'effondra et créa notre système solaire comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est pour ça également que notre soleil est composé d'hydrogène. C'est comme un cycle, une étoile meurt, une autre renaît. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sa vie et son parcours. Depuis que le soleil est créé, le soleil brûle de l'hydrogène et libère de la chaleur et de la lumière dans tout le système solaire. C'est un peu ça qu'elle fait depuis 4,6 milliards d'années. Elle n'a pas beaucoup d'activités dans son menu, mais toujours faire la même chose, mais c'est ça. Et pour finir, la mort et ce qui se passe après. Là, tout dépendant de sa masse. Le soleil, il reste pendant très longtemps une naine jaune. Puis, lorsque l'hydrogène du cœur est épuisé, elle devient une géante rouge. Et là, plusieurs options s'offrent à lui. Si la masse Ah oui, avant, quand tu es une géante rouge, ta masse a augmenté. Et tu augmenteras toujours ta masse pendant un bon bout de temps. Alors, si la géante rouge a une masse moins que 1,4 soleil, ça veut dire la masse du soleil aujourd'hui, elle va commencer à perdre de la masse. Cela veut dire qu'elle s'effondrera comme l'autre. Elle deviendra une nébuleuse planétaire, ce qui explique un peu pourquoi on ne trouve que les étoiles se forment dans des nébuleuses, parce qu'il y a toutes les choses d'un ancien soleil. Après la nébuleuse planétaire, elle va donner une naine blanche, parce qu'elle va
est très petite lorsque ça, et on pourra vraiment dire que cette étoile est en fin de vie et elle émet encore une faible luminosité. Et pour finir, une naine noire. L'étoile refroidit et n'émet plus de lumière. Mais faisons une nouvelle hypothèse et disons que cette géante rouge aurait une masse plus grande qu'1,4 soleil. Dans ce cas-ci, elle deviendrait une super géante rouge. Cela veut dire que le cœur de l'étoile s'effondrera, mais que son enveloppe subit une expansion démesurée. Alors là, il deviendra énorme et selon nous, et c'est un peu certain, notre soleil sera englouti. Puis, un jour, il va pas continuer à grandir à l'infini. Il va tout rejeter. Alors une supernova. Ça émet ça émet une force, attends, je répète, ça émet une forte luminosité et éjecte les aliments qu'elle a synthétisés. En d'autres mots, dans d'autres mots, elle libère tout ce qu'elle a créé pour, pour trois autres options qu'il va lui offrir à lui. Mais on ne sait pas vraiment s'il y aura ensuite une autre nébuleuse qui pourra créer notre soleil plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu comme ça que la supernova marche. En plus, ça fait pas si longtemps, je pense que ça fait quelques mois qu'on a pu observer une supernova. Mais théoriquement, cette supernova a lieu il y a des millions d'années. Là, vous allez me dire comment ça se fait qu'on a pu voir quelque chose il y a des millions d'années. Les plus curieux d'entre vous sauront facilement que c'est tout simplement parce que le soleil, plutôt la lumière, elle se doit se rendre à la Terre. Alors, la lumière de l'explosion, le temps qu'elle se rende à la Terre, ça a pris des millions d'années. Mais nous avons pu donc observer quand même une supernova. Continuons. Alors, si la masse du cœur du Soleil après la supernova est plus petite que 3 soleils, elle deviendra soit une étoile à neutrons, cela veut dire le noyau de cette étoile, petite mais extrêmement dense et principalement composé de neutrons, ou elle deviendra un pulsar, ce qui veut dire une étoile à neutrons en rotation rapide qui émet un fort rayonnement magnétique. Mais, et c'est ça le truc qu'on veut surtout pas qu'il arrive, si la masse du cœur après la supernova est plus grande que 3 soleils, ça deviendra un trou noir. Cette région de l'espace a un champ gravitationnel si intense que rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. Ça fait une courbure de l'espace-temps, en gros. C'est vraiment quelque chose très dur. Si c'est dur déjà de l'apercevoir quand il est invisible, on peut l'apercevoir quand il est en train d'absorber des affaires, quand il fait comme un ordre lumineux tout autour de lui. Mais sinon, nous, on espère vraiment qu'il n'y aura pas une super géante qui va nous engloutir. Mais ça serait. Mais on veut. Au moins, on a tout notre temps. On a quand même encore 5,4 milliards d'années devant nous avant de se préparer pour ça. Mais c'est la vie. Alors, pour la prochaine vidéo, ça va être un peu spécial. Nous allons commencer le prochain thème. Au début, je voulais parler de Mercure, mais finalement, j'ai changé d'idée. Alors, nous parlerons d'un sujet très particulier, l'exploration spatiale, qui se déroula durant la guerre froide. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un peu plus longue que les autres. Je vais essayer de faire mon possible pour qu'elle soit un peu moins longue les prochaines fois. Sinon, vite, écrivez dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo visuelle. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Astro Xavier et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!